Bonjour et bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on se plonge dans le travail des historiens. Comment ils font, au juste, pour démêler le vrai du faux dans le passé à partir de simples traces. Notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer un peu leur boîte à outils, comprendre comment on évalue une source historique. On a sous les yeux des documents qui parlent de méthode, de critique des sources, de l'importance de citer correctement aussi. Alors, prête pour cette exploration? Oui, tout à fait. C'est une bonne image, l'exploration, ou même l'enquête. La méthode historique, au fond, c'est l'ensemble des techniques pour chercher et écrire l'histoire. On utilise des sources primaires, les témoignages directs, genre une lettre, un journal intime, des sources secondaires, qui sont des analyses faites après coup, et même des preuves matérielles, l'archéologie par exemple. Le cœur du métier, c'est vraiment ça. Ne rien accepter sans vérifier. Évaluer chaque indice et voir comment tout ça s'assemble. C'est un puzzle en quelque sorte. Et cette évaluation, c'est ça qu'on appelle la critique des sources, n'est-ce pas? J'ai lu que certains historiens, comme Garraguin et Delanglet, ils posent une série de questions clés. Ça ressemble un peu aux questions d'un détective en fait. Qui a créé la source? C'était quand? Où? Pour dire quoi? Dans quel but? Et surtout, est-ce que ça tient la route comme preuve? Quelle est sa valeur probante? C'est-à-dire quel poids on donne à ce témoignage? Exactement. Et souvent on divise ça en deux temps. D'abord la critique externe. Là on vérifie l'authenticité. Est-ce que le document est bien ce qu'il dit être? La date, l'auteur, le lieu. Est-il complet ou modifié? Et puis il y a la critique interne. Le contenu lui-même est-il crédible? Et là, attention, il y a une règle importante de Louis Gottschalk. Même si un auteur paraît fiable en général, chaque info qu'il donne, faut l'examiner à la loupe, séparément. La confiance, ça se gagne détail par détail. Ah oui, ça demande d'être toujours sur le qui-vive. Alors, comment on fait pour juger de cette fiabilité, concrètement? J'ai vu des principes intéressants cités par Holden Jorgensen et Turenne. Par exemple, une trace matérielle, un objet, une relique, comme ils disent, ce serait souvent plus crédible qu'un récit écrit bien après les faits. C'est logique, oui. Plus on est proche de l'événement dans le temps, mieux c'est. Un témoin direct, c'est mieux qu'un témoignage indirect, le fameux «on m'a dit que». Et si plusieurs sources qui ne se sont pas parlé racontent la même chose, là, on commence à y croire un peu plus fort. Mais faut quand même toujours chercher les biais et les intentions cachées de l'auteur, quoi. Absolument. Le biais, c'est omniprésent. Et évaluer un témoin oculaire, alors là, c'est tout un art. Alors Jay Schaeffer, il propose une sorte de checklist. Est-ce que la personne était bien placée pour voir? Est-ce qu'elle a bien compris ce qui se passait? Avait-elle des raisons de mentir ou de déformer, même sans le vouloir? Et puis, est-ce qu'elle a raconté ça tout de suite ou des années après? Pour qui elle écrivait? C'est important aussi. Un truc fascinant que note Gottschalk. Une info donnée un peu en passant, un détail incident qui n'a pas l'air de servir une cause précise, est souvent fiable. Son exemple, c'est une vieille pub qui mentionne le café A et B. Bon, le prix est peut-être faux, mais l'existence de cette marque de café à l'époque, c'est très probable. D'accord, d'accord. On critique, on évalue, mais la vérification pure et dure, comment on s'y prend? Le site Evidence Explained donne une méthode assez systématique. D'abord, bien identifier le fait précis qu'on veut vérifier, pas tout mélanger. Ensuite, chercher toutes les sources possibles, faire une recherche raisonnablement exhaustive, comme ils disent. Après, s'il y a des contradictions entre les sources, et on en a souvent, faut essayer de comprendre, de résoudre le conflit, et à la fin, rédiger une conclusion qui explique le raisonnement. Ah, et un point super important qu'il souligne, être sûr qu'on parle de la bonne personne. Les homonymes, c'est un piège classique en histoire. Oh que oui. Et l'exemple de Madame Elisa Rachel contre Madame Élisée Rachel, tiré justement de Evidence Explained, il est parfait pour ça. Un historien pourtant reconnu avait identifié une femme via un journal publié et un recensement. Il avait conclu « Elisabeth Rachel, née au Texas vers 1838, enterrée en 1863 ». Ça semblait coller. Sauf que, en regardant les documents originaux, le manuscrit du journal, le registre de la paroisse, eh bien, il s'agissait de Madame Élisée Rachel, l'épouse d'un certain Élisée, âgé d'environ 40 ans, rien à voir. Ça montre bien qu'avoir une source attachée, même numérisée, ça ne suffit pas. Il faut aller voir dedans, lire attentivement. Incroyable cette erreur, hein. Ça souligne vraiment l'importance de remonter à l'original quand c'est possible.
Et ça m'amène tout droit à l'importance de bien montrer ses sources, de les attribuer correctement. Les textes qu'on a lus insistent beaucoup là-dessus, hein. Une citation directe, mot pour mot, hop, entre guillemets. Si on paraphrase, on reformule avec ces mots. Si on résume, on condense. Mais dans tous les cas, on dit d'où ça vient. C'est la base, quoi. L'intégrité académique, éviter le plagiat. Il existe même des outils comme Quote Investigator pour pister l'origine des citations célèbres qui sont parfois mal attribuées. Exactement. Et cette exigence de méthode, ça ne date pas d'hier. On peut penser à Ibn Khaldun, déjà au XIVe siècle, qui avait une approche très critique, très soucieuse des contextes. Bien plus tard, il y a eu Leopold von Ranke et son fameux idéal Erzgeschichten so, écrire l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. Bon, ça reste un idéal, hein. Le débat continue, hein, l'histoire, science ou art. Aujourd'hui, on a des approches nouvelles qui enrichissent tout ça. L'école des annales, l'histoire sociale et même l'histoire numérique. Franco Moretti, par exemple, y parle du lecture à distance. Utiliser l'informatique pour analyser des masses de textes et y trouver des tendances qu'on ne verrait pas autrement. Fascinant. Donc, si on résume un peu cette discussion, pour faire de l'histoire sérieuse, il faut une critique rigoureuse des sources, une évaluation méthodique de leur fiabilité, une vérification qui va chercher l'original si possible, et une transparence totale sur les preuves utilisées. C'est tout à fait ça. Et peut-être une dernière pensée pour conclure. La recherche historique, en fait, elle n'est jamais vraiment finie. C'est un dialogue constant avec le passé. Chaque nouvelle preuve, chaque nouveau regard peut nous faire réévaluer ce qu'on pensait acquis. La certitude absolue, c'est rare. Mais c'est cette quête rigoureuse, cette méthode, qui nous rapproche d'une compréhension plus juste, plus nuancée de ce qui a été.